voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un accident de la circulation survenu ce vendredi sur la nationale numéro 2 à hauteur de Morne-Tapion a fait au moins 9 morts et plusieurs blessés, dont certains graves. Un minibus est entré en collision avec un camion. Le parti Famille Lavalas se rallie à l'accord de la conférence de la société civile. La coordinatrice de cette structure politique, Maryse Narcisse, plaide en faveur de la mise en place d'un gouvernement de salut public. Lancement ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale du plan d'action solidarité. 1 million d'euros sera mis au profit des universités d'Haïti et notamment celles qui sont frappées par le séisme du samedi 14 août dernier. Au moins 9 personnes ont été tuées et 8 autres sont sorties blessées, dont plusieurs grièvement, dans un accident de la circulation ce vendredi sur la nationale numéro 2 à hauteur de Petit-Gouave, dans une localité appelée Cap d'Estrée au pied du Morne-Tapion. Un minibus en route pour Fond-des-Nègres, dans le département d'Enip, est entré en collision avec un camion en panne et abandonné sur la voie publique depuis plusieurs mois. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du minibus lors de la descente du Morne-Tapion. Plusieurs blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave. Famille Lavalas apporte son appui à l'accord du 30 août 2021 proposé par la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide croit que le document est relativement proche des revendications de la population. La coordinatrice du parti, Mme Maryse Narcisse, attire l'attention notamment sur l'implication de la population dans la mise en place de l'accord. Ce n'est pas la première fois que Famille Lavalas signe avec des organisations et politiques sociales. Ça a été fait déjà. Ça a été fait récemment, quand nous avons signé avec des organisations société civile, des organisations politiques, toujours dans le cadre de ça, pour que nous puissions avancer. C'était peut-être ensemble ça, nous avons pensé qu'il était nécessaire pour que un consensus pour nous justement l'autre État, l'État qui est au service de la population, pour nous faire une transition ça de rupture. Pas oublier que depuis qui a commencé pour vous depuis 2018. Bakon sous songer, Famille Lavalas c'était la première organisation qui était sortie. Ils ont une proposition de sortie de crise qui datait de 15 novembre 2018. D'ailleurs, nous avons publié dans le Nouvelis. Et déjà, dans la proposition ça, nous avons fait appel à une tête ensemble entre toutes les forces vives de tous les secteurs et la diaspora pour que Haïti sorte dans la situation que hier. En 2019-2020, nous avons chité avec un pile d'organisation pour nous voir comment nous avons commencé justement faire tête ensemble ça. Parce que nous pensons que pas personne qui a fait le seul jeudi. C'est seul un consensus qui peut permettre de nous renforcer l'institution dans le pays et qui peut permettre de nous et mettre Haïti sous la voie. Pour que sur les rails, pour nous aller vers la démocratie. Nous venons arriver en 2020 et nous avons fait donc une deuxième signature avec des organisations en 2020. Et elle n'a pas de comprendre en pleurs ça. Nous participer dans la discussion qui a faite Montanayo et après discussion Montanayo, il faut moins dire que Famille Lavalas lui-même, avant de signer, il n'a pas qu'à signer, il était consulté mon organisation, soit par réunion, soit par téléphone, pour que le capable connaisse qui ça a été dans la situation. Je te dit non, il y a une situation d'urgence. Situation que je décrite pour tout à l'heure. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Hein? Et population à bout de souffle, population a besoin de changement, besoin de tout, amélioration des conditions de ville. Et je te dit, nous avons regardé dans tout accord qui était proposé, qui s'assemblait, qui s'est ramassé revendication population. Nous avons gardé feuille de route
accord Montana, il était très près de revendications population. Je dis, nous avons fait un appel encore à toute force politique dans le pays, force économique et force qui dans le secteur social, pour que yo justement pour que yo capable justement mettre tête ensemble pour nous arriver à un consensus qui va permettre que le pays sorte dans sa vie. Famille Lavalas pas ni pour monocéphale ni pour bicéphale. Pas oublier que la proposition Famille Lavalas, c'était un gouvernement de salut public. Pour que tout le monde comprenne, et salut public là, je ne vais pas parler de gouvernement d'union nationale, je vais parler de gouvernement de salut public. Et nous t'ai proposé une structure exécutive collégiale. Il y a les conseils de transition, il y a les comités de salut public, les gens veulent, mais nous pas proposons un bagage bicéphale de tête. Gouvernement de salut public, son gouvernement général qui sorti de l'ordinaire, qui pour répondre à qui permettent de répondre à une situation exceptionnelle, ou impasse côté pays en trouvé aujourd'hui. Donc, là, on parlé d'un gouvernement de salut public. C'est un gouvernement qui intègre, réduit, d'abord, pour répondre aux priorités du moment, qui intègre hommes et femmes, d'accord? Mais il y a une particularité au gouvernement de santé publique, c'est que ils entendent son programme politique, social et économique avant leur entrée dans le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a cette cohésion qui nécessairement n'existe pas dans un gouvernement d'union nationale. Ça ne veut dire que pas qu'un parlementaire dans un gouvernement et de salut public. Mais un gouvernement de salut public et un gouvernement d'union nationale, ce sont deux choses. Ce n'est pas le même processus. Tu fais un gouvernement d'union nationale avec des représentants des partis au niveau du Parlement. Et chaque parti a sa propre vision, sa propre... Donc, obtenir cette cohésion qui est nécessaire maintenant pour nous sortir de l'impasse, ce n'est pas quelque chose de facile. Notre collaborateur Wendell Théodore a reçu ce vendredi la nouvelle porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a exprimé la position du gouvernement américain sur plusieurs dossiers, et notamment la question des élections et l'aide américaine à Haïti après le séisme du 14 août dernier. Karine, let's talk once again about this. Bonjour Karine. Les États-Unis sont engagés dans la voie de l'élection en Haïti. Est-ce que les États-Unis sont prêts pour fournir de la sécurité pour s'assurer que les élections en Haïti se passent de façon démocratique, que chaque vote compte? La deuxième question que j'ai, nos institutions qui sont responsables de la sécurité en Haïti sont très faibles. Et il y a un embargo contre les armes en Haïti. Est-ce que l'administration de Biden est prête à soulever l'embargo contre Haïti sur les armes? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose que nous sommes en train de consultation avec le gouvernement en Haïti. Il y a différentes discussions qui se font à différents niveaux. Que nous avons annoncé le Special Envoy qui est venu en Haïti pour s'engager en Haïti pour la sécurité de Haïti et avec le gouvernement haïtien. Nous avons également collaboré avec nos partenaires internationaux et identifié le support pour que les élections soient correctement et soient de façon démocratique. Et finalement que le peuple haïtien puisse décider de son futur et décider de qui va gouverner le pays, qui va gouverner le peuple haïtien. Comme vous le savez, le 14, il y a eu ce tremblement de terre et nous avons agi promptement en envoyant de l'assistance pour le pays. L'aide que nous avons fournie à Haïti est au-dessus et en deçà de ce que la USAID fournit. C'est quelque chose que nous avons fait et nous avons apporté de l'aide immédiatement à Haïti. Nous avons sollicité le gouvernement de nous dire ce que le gouvernement voudrait avoir dans les médias. Après l'assassinat du président, nous avons fourni de l'aide au niveau de la FBI. Nous avons envoyé des spécialistes pour aider à l'investigation. Nous avons également fourni de 500 000 valves de vaccins Moderna à Haïti. Nous avons des consultations très proches avec la police et nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire. Ce sont des aides bilatéraux que nous sommes en train de fournir. Oui, Wendell, oui, croyons fermement que les élections doivent avoir lieu
et de façon démocratique et que chaque voix soit comptée. Et l'ambassadeur chez vous est très correct, elle est compétente. Je vous dis que Haïti vraiment est très personnel à moi et je peux vous dire que l'administration Biden-Harris est proche du peuple haïtien. L'administration est très imbue de mon expérience et l'administration sait que je suis très proche du peuple haïtien. The country has what it needs. It has such a rich and powerful history, as you all know, which we should all be proud of. So thank you so much for this time, for this opportunity, and I hope to do this more regularly with all of you. Thank you. Lancement ce vendredi du plan d'action solidarité par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'Agence universitaire francophone AUF. Au total, plus d'1 million d'euros sera mis au profit des universités d'Haïti et notamment celles qui sont frappées par le séisme du samedi 14 août dernier. Des distributions de matériel aux étudiants, des séances de formation à l'intention des professeurs, la mise en place d'une plateforme numérique, la création d'entreprises, ce sont là quelques facettes de ce programme qui s'articule autour de 3 grands axes selon Saulo Neiva et Slim Kabous, respectivement directeur et recteur de l'AUF. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La plupart des universités du Grand Sud du pays ont été durement touchées par le séisme du 14 août dernier. La situation est particulièrement préoccupante pour les étudiants de la 3e ville du pays. Heureusement, cette problématique est au cœur des discussions engagées entre les organisations internationales et le MENFP. En effet, à travers un programme nommé Plan d'action solidarité, l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère de l'Éducation nationale entendent conjuguer leurs efforts pour apporter une réponse adéquate à la situation. Le directeur de l'AUF Caraïbes, Saulo Neiva, met l'accent sur le Grand Sud et le contenu du plan. Les universités de notre réseau qui se trouvent dans le Sud, ici sont représentées donc l'Université d'Enip, l'Université d'Écailles, l'Université de la Grande-Anse et l'Université Notre-Dame par 2 de ces campus. Donc une réponse à l'urgence, à ce moment douloureux, mais aussi ce plan d'action, vous le verrez, qui est un exemple de plus du mode opératoire de l'AUF qui place toujours la solidarité active au cœur de ces projets. Une solidarité active où nous sommes liés par des liens d'interdépendance, l'AUF, les universités, des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé. Une solidarité active qui est pour nous le ciment de cette coopération qui est mise au service du développement des peuples, au développement des universités, au service de l'insertion des jeunes. Dans le cadre du plan d'action solidarité, seront créés 6 espaces dotés d'une capacité d'accueil simultanée d'environ 600 étudiants qui disposeront au total de 2000 tablettes. Plus de 300 professeurs bénéficieront de séances de formation et d'une plateforme numérique conçue spécialement pour les universités du Grand Sud. Le recteur de l'AUF, Slim Kabous, évoque sa mise en œuvre suivant 3 grands axes. Premier axe, je disais, le soutien pour vous accompagner à réussir cette rentrée universitaire difficile dans le Sud. Le deuxième axe, c'est d'accompagner les jeunes dans leur automatisation et surtout peut-être participer un petit peu à la relance économique. Et puis le troisième axe, c'est un axe tristement d'actualité, c'est le soutien à la connaissance sismologique. Plus d'1 million d'euros seront mobilisés pour l'exécution de ce projet, selon les précisions du recteur. Le premier réseau universitaire au monde qui place la solidarité au cœur des valeurs fondatrices, comptant déjà 1007 universités dans 119 pays, dont Haïti, veut apporter une réponse pérenne aux urgences du séisme qui a affecté le Grand Sud. Slim Kabous fait le point sur ces fonds. Millions de gourdes, c'est 60% d'apport numéraire de l'AUF. L'AUF apporte déjà seul 60% de cette somme et directement investir en Haïti avec une préférence des experts locaux, c'est très important de le signaler. 40% par les partenaires. Et nous espérons, avec la qualité de ce plan, avec la qualité de la relation que nous avons avec vous, convaincre encore plus de partenaires pour être avec nous
sur ce projet de soutien aux universités du Sud. Autre chose également importante, donc 60% AUF, 40% partenaires, et c'est sur l'ensemble de la somme sur l'année, on va dépenser 50% de la somme sur le dernier trimestre de 2021 et 50% de la somme sur le premier trimestre 2022. De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, Marie-Lucie Joseph, salue l'initiative et se fixe des objectifs en vue de permettre sa matérialisation avec efficacité. Ce projet, censé bénéficier aux étudiants, doit contribuer au renforcement de l'enseignement supérieur. Madame Joseph ne cache pas ses attentes et formule également des recommandations. Il faut souligner que le montant de la contribution du premier volet de financement en appui aux universités du Grand Sud sera utilisé exclusivement dans le Grand Sud en vue de faciliter l'ensemble des actions programmées. Cette décision s'appuie sur les leçons apprises des interventions après d'autres catastrophes de la décennie précédente et va dans la direction prônée par le gouvernement. J'exhorte les établissements bénéficiaires, appuyés par la coordination des universités publiques en région, à tout mettre en œuvre pour que l'exécution de ce projet soit exemplaire à plus d'un titre. Ce plan d'action solidarité est lancé au moment où l'AEF célèbre ses 60 ans et où l'agence se transforme considérablement afin de répondre de manière plus efficace aux exigences du moment exacerbées par la pandémie. C'est également l'année qui a vu l'élection historique d'Haïti au conseil de l'administration de l'AEF aux côtés de 10 autres États francophones. Notons que ce programme qui vise les universités va s'étendre sur tout le territoire national, en particulier le Grand Sud, affecté récemment par le séisme du samedi 14 août. Elessie Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le combit des organisations politiques, syndicales et populaires dénonce l'insécurité qui continue de progresser et reproche aux autorités haïtiennes de rester inactives. En conférence de presse ce vendredi, le porte-parole de Combit a exhorté l'État haïtien à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité sur le territoire national avant la rentrée des classes. Les élèves ne peuvent plus revivre le même cauchemar que les années précédentes, selon Ulrich Jean-Pierre, que nous écoutons. Depuis plusieurs semaines dans le pays, le territoire est occupé par un ensemble de gangs qui, à chaque fois, a montré niveau puissance, niveau force que vous avez dans le pays pour imposer à toute société le mode fonctionnement que vous-même voulez. Et face à cette situation, nous pas sans savoir qu'il y a un paquet de monde qui prend balle. Dans le centre-ville, à côté, maman, papa, petit, ils chercher la vie pour capable de produire la vie famille. Et bien, l'espace est complètement dysfonctionnel par rapport à une série de groupes armés qui a protesté, entre guillemets, mais qui a utilisé violence comme arme pour être capable d'imposer avec une population civile des bras balancés qui a besoin d'un cadre normal pour être capable de réaliser la ville. Le climat d'insécurité qui a régné dans le pays, qui n'a pas quitté personne indifférent. Et nous avons quelques semaines d'ouverture des classes et nous connaissons l'école l'ouvrir, c'est le moment où nous levons bonnet, pour mener les gens à l'école. Et nous connaissons la question d'éducation, il y a un cadre de nécessité pour être capable de faire correctement. Avec mon invité aujourd'hui, William Savary, économiste, fondateur de la Haitian Stock Exchange, nous allons essayer de cerner la notion de banque centrale. Qu'est-ce qu'une banque centrale? Quel est son rôle principal? Et y a-t-il des différences entre les différentes banques centrales des différents pays? Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Parfait. Bon, alors, banque centrale. Bon, quand on dit banque centrale, la première banque qui vient à l'esprit, c'est la banque centrale américaine qu'on appelle la Réserve fédérale, the Federal Reserve ou encore the Fed, tout simplement. Hein? Bon, il faut au premier abord dire qu'il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Federal Reserve System, il y a le Federal Reserve.
Le Federal Reserve System, c'est une entité qui est sous la domination ou qui tombe sous le contrôle du gouvernement fédéral. Mais le Federal Reserve, c'est une agglomération de 12 banques réparties à travers le pays qui s'appellent le Federal Reserve et qui appartiennent aux banques des États-Unis. Très important ça. La Fed, la fameuse Fed, dont le gouverneur est nommé par le président des États-Unis, si je suis bien renseigné, vous me dites que c'est une entité qui est composée de 12 ou 13 banques privées. Distribuées à travers les États-Unis et dont les actionnaires sont des banques privées. Waouh! Ben ça, c'est une différence fondamentale avec les banques centrales européennes. Bon, la Banque de France, c'est pas... appartient au gouvernement, etc. Oui, bien sûr, la Banque de l'Angleterre, etc. Voilà. Mais il faut dire aussi que les conditions dans lesquelles la Banque centrale américaine a vu le jour, c'est à la suite de crises. La crise de 1907, qui avait été une crise, il y avait une rouillée sur l'argent, le métal. Le métal, oui. Le métal, et puis il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient responsables de la clearing and settlement, qui ont fait faillite, et il fallait remédier à la crise de liquidité qui existait dans le système. Donc, et les banques, particulièrement, je crois que JP Morgan, il a organisé des syndicats entre les hommes les plus riches des États-Unis pour contribuer à un pool pour venir en aide aux banques qui n'avaient pas de liquidité et éviter qu'il y ait des ruées sur les banques. Donc, en d'autres termes, la Banque centrale américaine a pour objet finalement d'être le dernier recours contre une faillite du système où il n'y aurait plus de liquidité. Absolument. Absolument. Maintenant, et un exemple, on peut déjà citer par exemple la crise que nous avons vue récemment avec M. Bush à l'arrivée de Obama. En fait, la crise des subprimes. C'est ça, la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu une effusion massive de capitaux à l'intérieur dans le système, et ceci c'est devenu à travers la Fed. Maintenant, il y a Ben Bernanke qui à l'époque fut le gouverneur. C'était le gouverneur, oui. Il avait écrit un texte qui s'appelle The Helicopter Money. C'est-à-dire que le gouvernement allait distribuer de l'argent un petit peu partout dans le pays pour remédier à la crise de liquidité. Aujourd'hui, nous vivons la même chose avec Covid. Avec Covid, nous avons une situation où il y a beaucoup d'investissements qui se font, beaucoup de dépenses qui se font à travers les programmes sociaux. Et ceci, c'est encore des fonds qui viennent de la Fed. Ce sont des chiffres qu'on n'arrive même pas à imaginer, des milliers de milliards. Des milliers de milliards, absolument. C'est absolument effrayant. Bon, maintenant, et toute proportion gardée, notre petite Banque nationale qui est notre Fed à nous, en quoi est-elle différente de la Fed américaine, par exemple? Bon, par exemple, premièrement, la Fed américaine a pris naissance à partir d'une crise. Oui. C'est-à-dire que chez nous, c'est une loi qui a créé la Banque centrale. La Banque centrale. Et je crois que c'est en août 1979. Et la Banque centrale, avant, il y avait la Banque de la République d'Haïti. Donc, ils ont scindé entre la BRH et la BNC, qui est devenue une banque commerciale. La BRH devait remplir les fonctions de Banque centrale. Mais en votant cette loi, ils ont alloué à la Banque centrale, octroyé plutôt à la Banque centrale, à peu près 10 responsabilités, il y a 10 éléments dans le mandat de la Banque centrale. De la stabilité de la monnaie, le commerce extérieur, la stabilité des prix, l'emploi. Il y a les fonctions pour le gouvernement, que la Banque centrale devienne responsable devient la trésorerie de la Banque centrale, du gouvernement. Il y a d'autres il y a 4 autres, je ne m'en souviens pas. Mais c'est la différence entre la politique de la Banque centrale et la politique de la Banque centrale américaine, la politique de la BRH et la politique de la Banque centrale américaine, ce sont les missions dont ces banques-là s'octroient. Par exemple, au niveau de la Banque centrale américaine, à chaque fois qu'il y a une crise, la Banque centrale américaine réagit en fonction de la crise. Bon, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une politique monétaire aux États-Unis qui est en application où l'objectif, c'est de garder les taux d'intérêt très bas.
C'est ça. Et pour garder les taux d'intérêt très bas, la Banque centrale américaine, la Fed, s'engage à acheter sur le marché américain les titres, les obligations qui sont vendus. Et pourquoi la Fed le fait? C'est parce qu'il y a une relation inverse qui existe entre le taux d'intérêt et le prix des obligations. Et toutes les fois qu'il y a une demande pour les obligations, les taux d'intérêt chutent. Parce qu'en vertu de la demande qui existe pour les obligations, les prix augmentent et vu que les taux d'intérêt qui sont payés sur les obligations sont des taux, c'est un montant fixe, plus la valeur du bon augmente, le ratio, le pourcentage de rendement décroît. Ouais. Donc ça, maintenant, la Banque centrale américaine... Là, il y a un tableau qui apparaît. Le tableau qui apparaît, maintenant, les gens peuvent regarder. Donc aujourd'hui, la Banque centrale américaine, les taux d'intérêt sont en dessous de 1%. Donc c'est pour le discount rate. Le discount rate, c'est le taux d'intérêt le plus important aux États-Unis. C'est à partir du discount rate que tous les autres taux sont établis. D'accord. Donc c'est vraiment le taux qui vous donne très clairement la notion de la politique monétaire américaine de préserver un taux d'intérêt très bas. Et là, on est en dessous de 1%. On est en dessous de 1%. Maintenant, ce qui est intéressant, il faut dire que la Banque centrale américaine répond à une crise. C'est la crise de Covid, où il y a beaucoup de chômage, il y a pas assez d'investissements qui se font. Donc, ils ont mené une politique monétaire qui encourage, qui vise plutôt le taux d'intérêt pour le réduire et permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de demandes pour les emprunts, pour les investissements. Alors que chez nous, c'est le contraire. Donc, lorsque vous me demandez de comparer les deux, donc chez nous, la Banque centrale en Haïti se focalise sur deux choses, fondamentalement, et ceci, c'est selon le dernier circulaire sur leur politique monétaire. C'est vraiment la stabilité de la monnaie et les règlements. C'est tout. Mais s'ils vont autre chose, donc ça, c'est pas encore écrit dans leur vocabulaire, dans leur texte. Donc maintenant, alors que il y a 10 éléments de leur mandat que la Banque centrale normalement devrait considérer. Et parmi les éléments, nous sommes en état de crise. C'est comment créer les emplois. C'est comment mettre le crédit à la disposition des entrepreneurs. Et comment réformer les banques, comment réformer les lois bancaires, comment réformer les lois sur les corporations. Donc, la Banque centrale aurait pu être beaucoup plus active et dans la fonction ou dans son rôle sur le moment de crise que nous vivons aujourd'hui. Aurait pu ou même aurait dû. Bon, je vous laisse le soin de dire aurait dû. Non, si j'ai compris ce que vous nous avez dit. Bon, tout cela est quand même très dense, un petit peu, enfin, pour moi en tous les cas, un peu confus. Sur ces histoires de taux d'intérêt, etc. Le taux d'intérêt, on peut l'expliquer. Si par exemple vous avez une maison qui est louée à $100 et la maison a une valeur de $50 000, okay, les $100 représentent le loyer que vous percevez. Maintenant, que le prix de la maison aille à 100 000, à 300 000, à 400 000, le loyer reste le même. C'est ça. Okay? Maintenant, comparativement à les $100 sur 50 000, ça vous fait à peu près moins que 1%. Et sur 200 000, c'est encore beaucoup moins. Bien sûr. Donc, c'est vraiment la relation qui existe. OK. Très bien. Merci, William. Merci. La prochaine fois, on choisira un autre thème à venir. C'est bon. Merci. Voilà. C'était William Savary qui nous éclairait un petit peu sur ce qu'est une banque centrale, sur son rôle et les différences qu'il peut y avoir entre, disons, la Fed américaine et notre banque centrale qui est la BRH. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.